Le ciel du Burkina Faso était couvert d'épaisses couches de nuages noirs ce soir-là. La pluie menaçait de tomber, comme pour purifier une terre qui allait, dans quelques heures, changer le destin de tout un continent. Dans l'ombre du pouvoir, loin des regards indiscrets, Ibrahim Traoré préparait une réunion que personne n'aurait jamais imaginée possible. 10 chefs d'État africains, invités personnellement, convaincus en secret, avaient répondu à son appel. Pas d'annonce officielle. Pas de caméra. Pas de ministre. Pas de journalistes. Juste les leaders. Juste les âmes. À l'abri dans une villa discrète aux abords de Ouagadougou, protégée par un dispositif militaire aussi discret qu'impénétrable, les hélicoptères se posaient un à un, en silence, comme des oiseaux furtifs dans la nuit. Ibrahim Traoré, vêtu simplement d'une chemise kaki et d'un pantalon de toile, observait les arrivées sans dire un mot. Son visage était fermé, concentré. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire allait secouer toute la planète. L'arrivée des présidents. Le premier à sortir de son hélicoptère fut le président du Mali, son allié de toujours dans la résistance anti-impérialiste. Ils échangèrent un bref regard, lourd de compréhension. Puis vinrent les présidents du Niger, de la Guinée, du Tchad, du Togo, de la Centrafrique, du Congo, de Madagascar, de l'Ouganda, et même, à la surprise générale, celui d'un pays d'Afrique du Nord dont l'identité devait rester secrète pour des raisons stratégiques. Chacun d'eux avait risqué sa position, son pouvoir, sa vie parfois, pour répondre à l'appel du capitaine burkinabé. Dans le grand salon aménagé comme une salle de guerre, une carte géante de l'Afrique recouvrait tout un mur. Les fauteuils étaient disposés en cercle. Pas de préséance. Pas de titre. Ce soir-là, tous étaient égaux devant l'histoire. Les premiers mots. Ibrahim Traoré prit la parole sans préambule, sans discours préparé. Je vous ai fait venir ici parce que l'heure est grave. Son ton était froid, tranchant comme l'acier. L'Afrique est en train de mourir. Et si nous ne faisons rien, nos peuples seront vendus pour des miettes, nos enfants deviendront des esclaves, et notre terre sera pillée jusqu'à la dernière pierre. Un silence pesant suivit ces mots. Puis il continua. Nous avons une chance. Une seule. Mais elle exige un sacrifice immense. Mettre fin à la division. Cesser de servir de maître. Cesser d'être les marionnettes de ceux qui n'ont jamais voulu notre liberté. Des regards échangés. Certains hochaient la tête lentement. D'autres hésitaient encore, partagés entre peur et espoir. Ibrahim posa alors une mallette métallique sur la table centrale. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un document scellé, intitulé « Pacte pour la Renaissance africaine ». Le contenu du pacte. Il expliqua. « Voici ce que je propose. Un traité entre nous, signé dans le secret, pour préparer l'union de nos forces. Militairement, économiquement, culturellement. Un traité qui prévoit une banque africaine indépendante, basée sur nos ressources naturelles. Un traité qui impose que toute base militaire étrangère soit fermée. Un traité qui impose que nous créions une armée continentale commune pour défendre nos frontières. » Les mots frappaient comme des coups de tonnerre dans la pièce. Le président du Niger, les yeux brillants, murmura. « Et si l'Occident découvre ce plan ?» Ibrahim le fixa intensément. « Ils le découvriront. Mais il sera trop tard. » Le serment. Un à un, les présidents s'approchèrent. Les mains tremblaient parfois. Mais chaque signature marquait un renouveau. Quand la dernière plume glissa sur le papier, Ibrahim Traoré se redressa. À partir de ce soir, notre sort est lié. Si l'un tombe, nous tomberons ensemble. Mais si nous résistons, l'Afrique renaîtra. Un tonnerre lointain gronda comme un écho du destin. Le pacte était signé. La révolution silencieuse venait de commencer. Le monde ne le savait pas encore. Mais cette nuit-là, dans une simple villa du Burkina Faso, l'Afrique avait changé pour toujours. La pluie tambourinait maintenant violemment contre les vitres du grand salon. Au dehors, la nuit était d'encre, presque inquiétante. Mais à l'intérieur, autour de cette table ronde, quelque chose de beaucoup plus puissant était en train de naître. Ibrahim Traoré, debout au centre du cercle, tenait entre ses mains une simple feuille. Dessus, une carte de l'Afrique, mais pas celle qu'on connaissait. Une Afrique libérée, unie, indépendante. Les présidents, tendus, suspendaient leur respiration. Ils savaient que ce qui allait être dit dépasserait de loin tout ce qu'ils avaient jamais osé rêver. Le plan du capitaine.
Ibrahim commença, sa voix grave résonnant comme un tambour de guerre. Mes frères, voici ce que je propose. Premièrement, la création immédiate d'une monnaie commune africaine. Adossée non plus aux banques occidentales, mais à nos ressources, or, uranium, cacao, pétrole. Nous ne vendrons plus notre travail pour des monnaies qui ne valent rien. Nous créerons notre propre richesse. Deuxièmement, l'expulsion progressive de toutes les bases militaires étrangères sur nos territoires. Chaque mètre carré d'Afrique doit appartenir aux Africains. Plus aucun soldat étranger ne doit dicter notre loi. Troisièmement, la fondation d'une armée panafricaine, capable de défendre chaque pays membre. Si l'Inde nous est attaqué, c'est toute l'Afrique qui ripostera. Des murmures d'assentiment s'élevèrent dans la pièce. Quatrièmement, l'établissement d'un tribunal africain de la justice, pour juger ceux qui pillaient les richesses ou vendaient leur peuple à l'étranger. Plus jamais nos traîtres ne seront jugés par leurs maîtres. Ils seront jugés par l'Afrique. Le silence et l'hésitation. Pendant un moment, un silence énorme enveloppa la salle. On entendait seulement la pluie ruisseler sur le toit. Certains présidents échangeaient des regards inquiets. Le président de la Guinée prit la parole, la voix serrée. Et si les grandes puissances répliquent? Et si elles nous imposent des sanctions? Nous étouffent économiquement. Ibrahim Traoré esquissa un léger sourire, presque triste. Elles le feront. Soyez en sûrs. Mais nous avons une arme qu'ils ne peuvent pas contrôler, notre peuple. Il s'avança lentement, regardant chaque président droit dans les yeux. Si nous leur disons la vérité, si nous disons à nos peuples ce qui se trame contre eux, alors même sous l'embargo, sous les menaces, ils se lèveront. Ils défendront leur liberté, leur sol, leur dignité. Un murmure d'approbation monta lentement, comme une vague. Les peuples d'Afrique, la vraie force. Ibrahim déploya une autre carte sur la table. Dessus, des centaines de points rouges, des mouvements citoyens, des groupes de résistance, des leaders d'opinion africains engagés partout sur le continent. L'Afrique est prête. Ce ne sont pas nos armées seules qui gagneront. Ce sont nos peuples. Nos peuples sont des volcans endormis. Il suffit d'une étincelle. Il marqua une pause. Puis, avec une force que rien ne pouvait arrêter. Je vous propose de devenir cette étincelle. Les présidents s'échangèrent des regards lourds de sens. Certains avaient les yeux brillants d'émotion. Ils comprenaient. Ce n'était pas seulement une réunion. Ce n'était pas seulement une alliance. C'était une révolution. Le pacte scellé. Dans un geste solennel, Ibrahim tendit à chacun un insigne, un simple anneau noir, gravé d'un symbole ancestral africain représentant la Renaissance. Portez-le. Mais n'en parlez à personne. Pas même à vos ministres. Ce pacte est scellé dans le sang et l'honneur. Chacun prit l'anneau et le glissa discrètement à son doigt. C'était fait. Un cercle secret venait de naître au cœur même de l'Afrique. Une force silencieuse, mais prête à ébranler les fondations de l'ordre mondial. Ibrahim Traoré, observant ses frères de lutte, savait au fond de lui que rien ne serait plus jamais comme avant. La guerre pour la souveraineté africaine venait d'être déclarée. Et cette fois-ci, elle ne serait pas perdue. L'annonce secrète, pourtant confinée au mur d'une villa en Afrique de l'Ouest, n'avait pas tardé à filtrer. Dans les couloirs feutrés de Washington, de Paris, de Londres et de Bruxelles, les alarmes s'étaient déclenchées. Des réunions d'urgence se tenaient à huis clos. Des visages pâles, tendus, échangeaient des dossiers marqués ultra confidentiels. Ibrahim Traoré, encore lui. Le président français serrait les dents, les doigts tambourinant nerveusement sur la table. Le conseiller spécial posa une tablette devant lui, des vidéos de manifestations de soutien à travers toute l'Afrique. Monsieur le Président, il a réussi à rallier non seulement les chefs d'État, mais surtout les peuples. Il devient incontrôlable. À Washington, un général lançait à voix basse. Si nous perdons l'Afrique, nous perdons le XXIe siècle. Un frisson glacé parcourut la salle. Dans les bureaux de l'ONU, dans les sièges de grandes compagnies pétrolières, dans les rédactions des grands médias internationaux, le même constat s'imposait. L'Afrique se réveillait. Et Ibrahim Traoré était la flamme. Très vite, les plans de riposte furent lancés. D'abord, la désinformation. Les chaînes de télévision occidentales commencèrent à diffuser des reportages calomnieux. Le Burkina Faso bascule dans l'instabilité.
Ibrahim Traoré accusé de dérive autoritaire. Crise humanitaire imminente en Afrique de l'Ouest. Ensuite, les pressions économiques. Des sanctions furent imposées sur des produits clés, blocus sur l'exportation d'or, gel des avoirs bancaires, suspension de l'aide humanitaire. Mais Traoré et ses alliés avaient anticipé. Dans une déclaration publique historique, le capitaine apparut sur toutes les télévisions africaines. Avec une voix calme mais tranchante comme l'acier, il lança. Nous n'avons pas besoin de leur argent. Nous n'avons pas besoin de leur approbation. Nous avons nos terres, nos bras, notre foi. La foule dans les rues d'Ouagadougou, de Bamako, de Conakry, de Niamey explosa en acclamations. Ils avaient choisi leur camp. Face à l'échec de l'intimidation, les stratèges occidentaux décidèrent de passer à l'étape suivante, l'infiltration. Des agents spéciaux furent envoyés pour semer la division au sein même des gouvernements africains. Corruption, promesses d'exil doré, menaces ciblées. Mais cette fois, quelque chose avait changé. L'Afrique avait appris. L'Afrique ne voulait plus reculer. Chaque tentative d'infiltration était dévoilée publiquement par les services de contre-espionnage burkinabais et guinéens. Le complot s'effritait. Puis quelque chose d'incroyable se produisit. Les peuples africains, sans attendre les gouvernements, prirent l'initiative. À Dakar, à Abidjan, à Douala, à Kinshasa, à Alger, à Johannesburg. Des millions de citoyens descendirent dans les rues, brandissant des pancartes. Traoré n'est pas seul. L'Afrique aux Africains. Pas de retour en arrière. La jeunesse, qui jusque-là souffrait en silence du chômage, de la misère et de l'humiliation, se dressait. Des artistes composaient des hymnes de libération. Des écrivains publiaient des manifestes. Des soldats, dans certaines bases militaires, levaient discrètement le poing en signe de solidarité. Le feu de la révolte se propageait. Et pendant ce temps, Ibrahim Traoré, du haut du palais de Kosiam, regardait la foule immense amassée devant les grilles. Il savait. Ce n'était pas une simple victoire politique. Ce n'était pas un coup d'éclat personnel. C'était un moment historique. Le début d'une nouvelle ère. Une voix intérieure, calme, puissante, lui murmurait. Ce jour sera écrit dans les livres. Et tu n'es qu'un instrument de la volonté de ton peuple. Un frisson lui parcourut l'échine. Puis il se redressa, le regard durci par la certitude. L'Afrique, pour la première fois depuis des siècles, reprenait son destin en main. Et rien, ni les sanctions, ni les menaces, ni les mensonges, n'y changerait quoi que ce soit.